Du coup, moi, j'aurais une question pour toi, François. Tu aurais en tête des leaders qui ont su adresser la question du Moloch là, au XXIe siècle ? Alors, j'en croise plein. Et je me demande d'ailleurs si ça serait pas le propre du leadership, en fait, que de savoir affaiblir le Moloch. Et donc de rendre les choses possibles. Ce qui n'était pas possible devient possible. Bonjour à tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et les DAO. Je suis François Faure et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Salut Thibaut, comment tu vas ? Écoute, ça va bien. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Comme toujours, quand on enregistre, c'est toujours un moment finalement où on synthétise tout le travail qu'on a fait. Et aujourd'hui, on va vous présenter un super épisode. Ouais, c'est notre 5e épisode et pour fêter ça, on va adresser un sujet tabou primordial et en vrai assez peu abordé, un sujet qui se tapit dans nos esprits, dans l'ombre, dans nos émotions et dans nos organisations, le Moloch. Mais c'est quoi le Moloch ? Enfin, c'est dit comme ça, waouh, ça fait un peu peur. C'est quoi le Moloch ? C'est flippant. C'est quoi le Moloch ? Le Moloch, c'est une métaphore à la fois des causes et des conséquences, en fait, des échecs de nos coordinations, de nos incapacités à collaborer. C'est le dilemme du prisonnier, c'est le réchauffement climatique, c'est la guerre des cultures actuelles aux USA, les magas d'un côté, les woke de l'autre, ou alors les émeutes urbaines en France. C'est tout ça le Moloch, en fait. C'est tout ce qui empêche nos organisations d'être plus agiles. C'est l'obstacle, ou impediment pour les agilistes qui nous écoutent, l'impediment de référence. Et tous les leaders qui souhaitent avoir un impact se doivent de l'étudier, de le comprendre en fait, de le voir. Le combattre est une des raisons d'être de ce podcast. Waouh, quel sujet. Ce podcast. Quel sujet. Est-ce que finalement le Moloch, je vais résumer ça avec un concept quelquefois un peu éculé, mais ça serait pas un peu l'opposé du win-win, du gagnant-gagnant, quoi ? Ouais, t'as tout cassé mon truc là, mais ouais. En fait, le Moloch, il va être l'inverse du win-win parce qu'il va favoriser l'optimum local, individuel, court terme. Je prends un truc et puis on s'en fout pour le reste. Sans mesurer l'impact sur les autres et le monde. Et ça va détruire le bien commun. Et ça va faire que très vite, même en étant très égoïste, on va avoir tous de moins en moins. C'est perdant. Waouh, un peu froid, très ambiance Game of Thrones. Winter is coming dans cet épisode. D'ailleurs, le Moloch, c'est un ancien dieu, non ? Ouais. Le Moloch, c'est un dieu un peu dans la même lignée de, je sais pas, tu vois, les grosses références littéraires de Gozer dans Ghostbusters. C'est un vieux dieu vengeur, en fait. J'ai appris ça en faisant des recherches pour l'épisode. Il avait un culte sacrificiel qui date de l'âge de fer. On retrouve ça dans la Bible, quoi. Ouais, on est vraiment dans Game of Thrones, là, clairement. Et alors, en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu regardes Game of Thrones, ce qui est évident, c'est que tous les combats, les vengeances, les complots, finalement, c'est clairement un échec à se coordonner. On dirait, et c'est ça l'expression du Moloch ? Ouais, mais c'est radicalement ça. Et moi, si j'adorais la série, ce qui me faisait mal à la regarder, ce qui fait qu'à un moment que j'ai arrêté de la regarder, c'était de voir en fait leur incapacité à se parler, à créer de la confiance, du lien, à œuvrer ensemble. Au contraire, c'était la défiance, les intérêts à court terme, l'illusion du pouvoir, les intérêts locaux, sans compréhension de la vision d'ensemble. Ils comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont vraiment là dans leur petit intérêt immédiat. Ils mesurent pas en fait qu'à long terme ils sont en train de tous de se tuer et que ça va nulle part en fait. Le Moloch broie tout et surtout ses serviteurs. Pour la petite histoire en fait, c'était donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a bien longtemps, c'était un dieu en fait qui, pour des peuples de guerriers en fait, qui espéraient obtenir plus de puissance guerrière. Et leur croyance était que ce dieu, il allait leur donner plus de puissance guerrière si ces guerriers-là, ces familles-là, sacrifiaient leur premier-né dans un brasier. En clair, tu brûles tes gosses et en échange, tu vas gagner au combat. Et on voit clairement qu'ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux pour leur avenir, leurs enfants, pour une illusion immédiate. L'espoir qu'on va gagner le combat. Moi, il y a deux choses que je retiens. C'est le fait de sacrifier le court terme au long terme. Et tu veux dire le long terme au court terme ou le court terme au long terme ? Ce que j'adore, c'est de sacrifier le long terme au profit d'un très court terme. Ouais. Exactement. Et puis l'incapacité finalement à savoir ce qu'on fait.
Parce que c'est ça le Moloch aussi, c'est Ouais. c'est l'incapacité à savoir ce qu'on fait. Mais ce concept, il vient d'où là? Comment tu l'as découvert? En fait, moi, je suis tombé sur un texte hyper dense et hyper inspirant qui s'appelle Méditation sur le Moloch, en fait, que vous trouverez dans les notes, on l'a mis en lien dans l'épisode, où l'auteur part en fait d'un poème d'Allen Ginsberg. Qui n'est pas pour nos auditeurs un start-upper. Hein. Non. Et le poème, il s'appelle Hurlement. Et en fait, dans ce poème, en fait, il incarne en fait ce que c'est que le Moloch en termes de sensations, tout niveau visuel, sonore, enfin, et c'est assez bien fait. Et il fait le parallèle en fait avec nos problèmes de coordination humaine. Et ça a été vraiment une épiphanie parce que tout devient clair une fois qu'on commence à identifier le Moloch. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a exploré pour tout dirigeant, tout leader, agile ou pas. Et tout Scrum Master qui souhaite dépasser les écueils habituels des organisations, toutes les mécaniques perdant. Le concept du Moloch va énormément aider. Moi, merci. Vraiment merci d'avoir proposé ce sujet. J'adore. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'il donne un nom à une force qu'on ressent, qu'on constate tous les jours, dont on se plaint peut-être après 2 bières ou même en formation, enfin qu'importe, mais qu'on n'identifie jamais. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher, quand tu as présenté l'épisode, de penser à cette citation de Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Nommer le Moloch rend le sujet lumineux, c'est-à-dire actionnable. Ça va permettre de prendre du recul, de voir la nature systémique qui est à l'œuvre et de pouvoir agir. Ouais, c'est vraiment ça. En voyant le truc, en voyant comment il fonctionne, en voyant le Moloch, on commence à voir comment on peut le dépasser en fait. Alors, justement, tu as des exemples un peu en tête de ce Moloch, comment il s'incarne? Alors, en fait, il y en a tellement que je suis un peu intimidé, parce que, en fait, il y en a partout. Et il y a un exemple que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a Liv Bory, en fait, qui est une ancienne... donc, je crois qu'elle joue toujours au poker, mais en fait, c'est une joueuse professionnelle. Et en fait, elle nous explique, en fait, comment, par exemple, le monde des médias, en fait, est complètement mangé par le Moloch et l'impact que ça a. Par exemple, le fait que les médias aujourd'hui gagnent de l'argent sur de la publicité, sur du clic. De l'engagement, autrement dit. De l'engagement. L'engagement, ça se produit quand? Quand il y a une émotion forte, quand vous voyez un truc qui est intéressant et qui vous plaît, vous réagissez pas forcément. Par contre, quelque chose où vous vous sentez insulté, inquiet, dérangé, perturbé, là, vous allez répondre. Et là, ils vont faire de l'argent. Donc, la colère, la peur, tout ce qui est lié à l'identité, au tribalisme, ça va générer des émotions fortes. Et là, en tant que média, mettons que vous soyez un média respectable, qui fasse vraiment un travail de journaliste, qui essaie d'avoir des choses factuelles et tout ça, et là vous dites, ah ouais, mais là si je fais mon titre, si je le change un peu pour que ça fasse un peu plus le buzz, en fait vous allez troquer en fait cette confiance pour un petit peu d'engagement, pour un petit peu d'argent, puis petit à petit vous allez détruire en fait la confiance qu'on a en vous, parce que vous êtes plus trop digne de confiance, et on part dans un truc en fait où tout le monde raconte n'importe quoi sur n'importe quoi. Il y a une question on est tous éthique. perdants. Il y a une question éthique là. Profondément en fait. C'est le bien commun de la vérité, ou en tout cas la vérité on l'atteint jamais, mais c'est quelque chose vers lequel on va. Ce bien commun est profondément endommagé, on le voit aujourd'hui avec avec les fake news, et puis l'IA va pas arranger le truc, les bots et tout ça. On perd gros en fait, on perd gros pour nos démocraties, on perd gros pour le vivre ensemble. Hello le Moloch. Il y a des millions d'exemples. En fait. Ouais, alors, comment on va faire pour résoudre ce problème? Parce que nous, on aime bien poser un peu une problématique, mais comment on la résout? Comment on va combattre le Moloch? Est-ce qu'il y a une fatalité? Il y a une méthode, une recette? Ouais, je suis vraiment... la question, elle est tellement... En fait, c'est le combat de l'humanité, en fait. C'est l'histoire, quoi. C'est tout. Il n'y a aucune méthode toute faite, et ça se saurait s'il y avait une méthode A plus B plus C pour que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien, ça serait magique. La seule évidence, c'est que ça doit et ça ne peut passer que par des changements collectifs, incrémentaux et itératifs. En clair, des petits pas. On découvre, on explore. Tiens, ça marche pas. Comment on pourrait faire différemment? Parce que quand le Moloch est trop présent, c'est le jeu tout entier qui est cassé. Et il faut reconstruire différemment. Évidemment, il y a plein de pièges. Et on regarde l'évolution des civilisations humaines, l'évolution des organisations. Des fois, il y a des idées géniales qui deviennent catastrophiques, des idées catastrophiques qu'on arrive
à hacker et qu'on en fait même des trucs cool parfois. Pour synthétiser, le Moloch, c'est la perte de conscience de notre impact sur les autres, sur les choses et sur le bien commun dans le temps. C'est la croyance de n'importe quel employé d'un géant de la tech ou de nous, en tant que consommateurs, de se dire « Ah ben moi, j'y peux rien, c'est comme ça que ça se passe, qui je suis pour pouvoir changer quelque chose et j'ai pas de pouvoir ». Le Moloch, il adore en fait nous faire croire qu'on ne peut rien. Il adore nous faire croire qu'on est des petites victimes sans pouvoir. Alors qu'en fait, on a tous un impact colossal sur les autres. On a tous dans notre mémoire des phrases qu'on nous a dit, qui nous ont permis de voir les choses autrement, qui nous ont permis de grandir, qui nous ont permis de découvrir quelque chose. Et ces gens, ils ont un impact dingue sur nous. On a de l'impact sur les autres. Et c'est le propre du leadership. Et probablement qu'une bonne façon de combattre le Moloch, de le dépasser, c'est de développer notre leadership, qui est une vraie compétence. Et le leadership, c'est quoi ? C'est la prise de conscience de l'impact qu'on a sur les autres. Qu'est-ce qu'on fait avec cet impact ? Comment on se comporte ? Qu'est-ce qui va se passer à long terme quand on dit ça, quand on fait ça ? Est-ce que ça favorise le bien commun ou pas ? Mais bien sûr que le Moloch, il veut nous faire croire qu'on n'y peut rien, parce que c'est son business model au Moloch. Donc, ça, j'ai bien compris. Son job, c'est de nous déresponsabiliser complètement. Ouais. Il nous sort du bien commun. Grave. Je suis un employé de la tech. Moi, c'est pas ma faute, c'est mon employeur qui fait le mal. C'est ça. Je suis dans la tech, c'est pas de ma faute, c'est l'État qui m'empêche de faire ce que je voudrais faire bien. Ça. Voilà. Il nous fait croire qu'on est des victimes, qu'il n'y a rien à faire d'autre que de vouloir tirer. Finalement, le seul truc à faire, c'est je vais tirer individuellement mon épingle du jeu. D'ailleurs, dans cet article-là qu'on mettra en commentaire sur les méditations sur le Moloch, je crois qu'il y a un exemple assez stupéfiant sur l'écologie. Tu peux nous faire un petit résumé ? On va essayer un peu de vous en parler parce que je trouve qu'il est super parlant. Ouais, et puis on voit bien en fait qui résonne sur des millions de secteurs en fait. Ils prennent un exemple en fait de ferme à poissons sur un lac. Donc en clair, il y a plusieurs personnes qui ont des fermes à poissons sur un lac. Donc le lac, c'est un bien commun en fait. Et chaque ferme rapporte à son exploitant, on va dire, 1 000 € par mois. Donc voilà, il y a 40 gars qui ont des fermes, donc en fait chaque gars gagne 1 000 €, super. Le truc, c'est quand tu as une ferme à poissons, évidemment que ça pollue un petit peu le lac. Et donc, on va dire que ça pollue le lac et que du coup, le manque à gagner à cause de cette pollution, c'est 1 € par mois et par ferme. Aïe, c'est théorie des jeux, là. Ouais, donc en fait, tu gagnes 1 000 € moins 1 € par mois et par ferme. Et donc, le truc, c'est que plus il y a de fermes à poissons, plus il y a de pollution et moins on gagne d'argent. Donc, s'il y a 1000 fermes à poissons sur le lac, sachant que chacune contribue à faire perdre 1 € par mois en pollution, en fait, on ne gagne plus rien. Et donc, vu qu'il y a de plus en plus de fermes, ils disent non, on ne gagne plus rien à cause de la pollution. Donc, en fait, ils disent quoi ? On va mettre des filtres pour couper cette pollution. Donc, chacun met un filtre qui coûte 300 € par mois. Donc, ils gagnent plus que 1000 moins 300. Ils gagnent 700 € par mois chacun. Bon, c'est moins que 1000. Mais c'est quand même pas mal, 700. Ça va partir en sucette de Moloch, ça, je le sens. Ouais, j'espère que vous êtes toujours avec nous sur les chiffres. Donc, il y a un des fermiers qui se dit, non mais attends, là, le lac, il est propre parce que tout le monde met son filtre. Moi, je vais pas mettre mon filtre. Ouais, c'est bon, quoi, ça va pas jouer beaucoup. Donc, lui, il débranche son filtre. Et il le met plus. Et donc, du coup, pour tous les autres, ils sont plus à 700. Ils sont à 699 par mois. Ils se disent, bon, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Le tricheur, lui, par contre, il a 999 par mois. Parce qu'il a 1000 je savais, moins 1. il fallait mieux tricher. Franchement, tu tires ton épingle du jeu. Moloch, sors de ce corps. Donc, l'idée, c'est que là, on retrouve en fait un concept qu'on avait vu dans l'épisode précédent sur la valeur. C'est la posture du passager clandestin, la personne qui prend localement et qui vient détruire en fait le bien commun. Et donc, les autres, ils voient bien que Thibaut, notre fermier, qui est plus profitable que les autres, il s'est acheté une Ferrari. C'est un job. Il s'est acheté une Ferrari en économisant en ne mettant pas ses filtres, en fait, et donc il pollue allègrement le lac pour tout le monde. Et donc les autres, ils disent, non mais attends, moi aussi j'ai une Ferrari comme Thibaut, j'en ai rien à foutre, il y en a bien qui garderont le filtre, voilà. Et donc il y en a plein d'autres qui décident de débrancher leur filtre. Le truc, c'est que du coup, ceux qui ont débranché, vu qu'ils sont de plus en plus, en fait, ils gagnent plus 1000, mais ils gagnent 600.
ou 500. Parce qu'en fait, la pollution commence à émerger. Il reste des gens, des purs, qui continuent à mettre le filtre pour le bien commun, mais la plupart des autres, ils ont lâché. Et donc, du coup, on arrive à 600, 500, 400. Et en fait, on s'aperçoit que tous, en ayant des comportements individuels, locaux, court terme, en réalité, on se tire une balle dans le pied, voire une mitraillette dans le pied, parce qu'on gagne beaucoup moins que si on avait juste mis le filtre, on gagnerait 700 par mois. Je dois reconnaître que ouais, c'est ça, c'est que finalement, quand tout le monde utilise le filtre, tout le monde gagne, et quand ça part en sucette de Moloch, ben, tout le monde perd. Ouais, et le Moloch s'installe, en fait. Et c'est terrible, en fait. Hein. Parce que chaque personne pense pas qu'elle a le pouvoir de déstabiliser tout le système. Or qu'en fait, si. C'est pour ça que c'est une vigilance. Hein. Donc, elle a aussi le pouvoir de faire gagner le système aussi. Ouais, exactement, en fait. Hein. Le Moloch, en fait, c'est le pari qu'on ne sera plus là pour subir, en fait, la destruction du bien commun. C'est genre, après moi, le déluge. Hein. Donc ici, un lac non pollué, bah, ça permet de vivre de sa pêche. Un lac pollué, bon, bah, c'est game over, et puis peut-être même pas que pour nous, pour nos enfants, derrière, il n'y a plus de futur, en fait, il n'y a plus de futur. Et Steve Jobs, en fait, il était réputé pour virer des personnes comme ça à la volée. Et il y a un entrepreneur français, moi, je ne vais pas dire son nom, mais qui avait partagé ça quand il était en stage chez Apple. Et en fait, un matin, il prend l'ascenseur avec Steve Jobs. Steve Jobs lui dit pourquoi tu es là? Et en fait, il a répondu quelque chose qui était un petit peu à côté de la plaque et surtout qui n'était pas orienté bien commun. Et en arrivant à son bureau, son chef faisait une tronche de 10 000 et il lui dit écoute, Steve a appelé, t'es viré. Et chaud, hein. Ouais, c'est hyper chaud. Et chez Apple, ça s'appelait se faire Steved ou un truc comme ça, en fait. Donc il y a plein de gens qui se faisaient virer comme ça. Mais ce qu'il faisait, l'idée, c'était pas de mettre de la terreur dans les locaux. L'idée, c'est de dire ok, il y a des gens qui sont désalignés, en fait. Et le problème, c'est que si on laisse plein de gens désalignés dans un groupe qui est aligné, en fait, on va désaligner le groupe et très vite, on va se retrouver avec de la bureaucratie parce qu'on peut plus se faire confiance, on met des process, on met du contrôle, on fait du reporting et on rentre dans un délire d'inefficacité. Parce que le Moloch s'installe. Ouais, et ton exemple est un peu plus loin, si on synthétise un peu, c'est que on voit quand même qu'il y a nombreuses activités économiques qui flirtent plus ou moins intensément avec le Moloch. Industrie des jeux d'argent, le tabac, c'est quand même des industries quand même qui ont une activité qui n'est pas forcément créatrice de valeur à long terme. Ouais. Alors après, ouais, c'est jamais tout blanc, tout noir, il y a toujours des surprises, mais bon, c'est vrai que celle que tu as citée quand même, c'est un peu compliqué. On peut parler de Pool du Kaiser, par exemple. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est là qu'on va reboucler avec les DAO. L'industrie des jeux, c'est un bon exemple. Voilà. 100% des perdants ont tenté leur chance. À tel point, d'ailleurs, que l'État rend obligatoire des messages de prévention. La Française des Jeux parle même de jeux responsables. Bon, est-ce que c'est possible, ça? Je laisse l'appréciation au libre arbitre des auditeurs. Mais moi, ça me paraît quand même complètement antinomique concernant les jeux d'argent. Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, je crois que tu as trouvé un bon Moloch, en fait. Hein. C'est le démon du jeu. Alors, c'est compliqué parce qu'on peut avoir du plaisir et ça peut être... tu vois, pas de posture de jugement avec le Moloch parce que c'est quelque chose qui est très, très complexe. On pourra interdire les jeux d'argent, mais l'interdiction, ça génère de la prohibition. C'est encore pire, en fait. Ça va exciter le Moloch. Compliqué. Donc, face à ce problème, en fait, on peut l'adresser autrement. Apporter cette excitation, apporter cette possibilité, en fait, de changer un quotidien, apporter cette adrénaline, parce que c'est ça, en fait, que ça apporte. Et il y a un protocole qui s'appelle Pool Together. Là, on n'est pas là pour faire de la pub du tout, hein, mais c'est le principe qui nous intéresse. Il doit en avoir d'autres, probablement. Et il fonctionne sur des blockchains compatibles Ethereum. Et l'idée, elle est simple, en fait. C'est que les gens vont déposer de l'argent, donc des dollars dessus, et que chaque jour, il y aura un tirage au sort, et il y aura un ou plusieurs gagnants, mais il n'y a pas de perdant. Là, je fais un E exprès quand même, parce que pas de perdant, non. En fait, il n'y a pas de perdant parce que l'argent que vous mettez, vous achetez pas un ticket, vous mettez du capital et en fait, c'est les intérêts qui sont distribués sous forme de loterie. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on récupère son capital, le capital il est déposé et éventuellement, les intérêts, plutôt qu'ils soient répartis sur
tous les gens qui mettent du capital, en fonction de ce qu'ils ont mis, ils sont répartis par une loterie. Donc potentiellement, vous pouvez mettre 10 € et repartir avec 1 million, ou alors vous pouvez mettre 1 million et repartir avec 3 centimes. Mais il y a l'adrénaline. Ouais, c'est ça, l'adrénaline, le potentiel du gain. Ouais, ça j'aime bien le gain, surtout quand c'est du hasard. Moins de risque. Ouais, c'est ça. En fait, le seul risque, c'est comme tous les systèmes d'information, c'est de se faire hacker et de tout perdre parce qu'il y a une faille dans le smart contract ou quelque chose comme ça. Il y a toujours des risques dans quoi qu'on fasse. Mais voilà, la mécanique fait que le capital est là et qu'on ne va pas le perdre, en fait. Ouais, voilà. Je te coupe. On parle de jeu, on parle d'argent. C'est bien sûr le moment de faire notre trigger warning. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok, c'est parti. L'idée, c'est que dans ce podcast, on va parler de produits, on parle de protocoles, on parle d'offres. Et l'idée, c'est que c'est jamais des conseils en investissement. On est incompétent là-dessus. C'est pas notre sujet, c'est pas notre compétence. On ne sait pas si les choses valent de l'argent, si elles en valent plus ou elles en valent moins. C'est vraiment pas notre expertise. Donc, ce qui compte pour nous, c'est les mécaniques de coordination qui sont derrière. C'est vraiment ça. Et que vous allez pouvoir extraire, vous inspirer pour appliquer dans vos organisations face à vos enjeux. C'est vraiment ça le sujet. Ouais, tu as tout à fait bien de le rappeler. Mais il y a une autre manière de gagner de l'argent, c'est de travailler. Oui, je sais, j'enfonce des portes ouvertes. Ce qui nous permet, nous, de revenir à nos essentiels, les nouvelles formes d'organisation du travail, l'agilité, Scrum, les DAO. Dans un contexte organisationnel, as-tu des exemples, François, de signaux faibles de la présence du Moloch ? Où est-il ? Comment le repérer ? Ouais, et en fait, il y en a tellement que peut-être qu'à force de tenter de le débusquer partout, je vois plutôt des signaux forts que faibles. Mais ouais, par exemple, quand j'accompagne des clients et que j'entends « Scrum, c'est super, franchement, j'ai trop envie. » Mais tu comprends, François, dans notre environnement, ça ne marchera pas. En fait, typiquement, ça, c'est la signature de la présence du Moloch. Ok, Scrum, il aide à dépasser le Moloch ? En fait, c'est sa raison d'être. L'outil dans Scrum, c'est l'intelligence collective de l'équipe. Oui, alors c'est vrai que la transparence, telle qu'elle est portée par Scrum, elle peut faire peur, non ? C'est nouveau, oui. C'est nouveau, le Moloch n'aime pas, évidemment. Mais le manque de transparence, il renforce le Moloch. On se dit que les autres gagnent plus que soi, on se demande où va l'organisation en termes d'objectifs. On se demande, au fait, qui c'est qui décide ? Et c'est quoi le process ? Il y a vraiment un process de prise de décision ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des passe-droits ? En fait, on ne connaît même pas, par exemple, le niveau de notre dette technique. En vrai, on ne sait pas si les gens ils aiment ou ils n'aiment pas nos produits, ou ils les utilisent ou ils les utilisent pas. On se dit que ouais, si, quand même un peu, mais en vrai, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on aide nos clients à avoir une vie meilleure ? Est-ce qu'on les aide à gagner dans leur quotidien ? On dira jamais assez à quel point l'opacité, elle crée de la défiance. Ouais. Elle empêche la collaboration, les prises de décision efficaces. Et le pire, c'est que face à ce foutoir assez classique, on peut être tenté de se dire moi d'abord, finalement. C'est lose. Voilà. Ouais. Et voilà, le Moloch, il est renversé. Et on finit tous perdants. C'est ça. Et à contrario, l'agilité et Scrum en particulier, en fait, combattent assez férocement le Moloch. Et là, vraiment, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Il s'agit de retrouver la voie de la collaboration, de l'empirisme vers nos objectifs communs. Ouais. C'est absolument tout l'inverse du Moloch. Du coup, moi, j'aurais une question pour toi, François. Tu aurais en tête des leaders qui ont su adresser la question du Moloch là, au XXIe siècle ? Alors, j'en croise plein. Et je me demande d'ailleurs si ça ne serait pas le propre du leadership, en fait, que de savoir affaiblir le Moloch. Et donc de rendre les choses possibles. Ce qui n'était pas possible devient possible. Alors, si on prend des gens connus, parce que c'est plus facile, je ne vais pas vous raconter les gens avec qui je travaille, tout ça. Tu prends Gandhi, tu prends De Gaulle, tu prends Steve Jobs, on en parlait tout à l'heure, tu prends Zelensky. C'est tous des leaders en fait qui ont transcendé à leur manière le Moloch. Ils ont rendu l'impossible possible. Et donc ils ont renforcé le bien commun. Alors, ok. De Gaulle, c'est évident, qui plus est pour un public francophone. Gandhi, franchement, la voie furieusement efficace de la non-violence est contre-intuitive. Je vois bien. Zelensky, c'est... Moi, j'y vois la preuve du courage et de l'incarnation aussi du destin d'une nation. Ça, c'est assez clair. Mais Job, c'est un entrepreneur. Qu'est-ce que tu aurais en tête ?
Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de passer par la bio de Walter Isaacson de Steve Jobs. En fait, Jobs, il nous raconte dedans qu'il était assez fan en fait d'un bouquin qui est un peu culte, qui s'appelle Le dilemme de l'innovateur de Clay Christensen. Et il a résolu en fait ce dilemme, parce qu'en fait ce dilemme de l'innovateur c'est un Moloch. Et il a résolu ce dilemme au moins partiellement quand il est revenu chez Apple après s'en être fait virer. Parce que pour mémoire, à l'époque, Apple allait pas bien, Steve Jobs s'était fait virer depuis longtemps. Il y a quasiment quelque chose comme quelques mois de cash devant elle, c'est tout. Et donc quand Jobs est revenu, il a changé le focus. La boîte était obsédée par gagner de l'argent tout de suite, faire de l'extraction de revenus. C'est ça, du pognon tout de suite. Et donc du coup, ils étaient prêts à tout pour faire un peu de cash. Et Jobs a jeté cette stratégie à la poubelle et en fait, il dit non, on va faire des produits en fait que les gens adorent, des produits merveilleux, parce que si on les aide à réussir dans leur vie, ils vont acheter plus de nos produits. Donc on quitte le court-termiste on veut de l'argent tout de suite, on fait des compromis qui n'ont pas de sens et qui montrent qu'on n'a plus de colonne vertébrale. Au contraire, réenchanté. Il a quitté le court-termisme en fait. Il a quitté une partie du Moloch. Ok, donc le Moloch, ça va désaligner ceux qui font des produits de ceux qui les utilisent. Ces deux lignes qui deviennent parallèles et qui évidemment ne se touchent plus. Exactement. Mais concrètement, comment il a fait, Jobs ? Alors, tu vois, si on revient à ce bouquin, en fait, qui adresse une partie des Molochs, qui est le dilemme de l'innovateur, l'idée, c'est que la seule personne qui mesure la rentabilité de toute la boîte, en fait, c'est le CFO et personne d'autre. Et en fait, on va mesurer la rentabilité de la boîte au niveau de toute la boîte. Mais on mesure plus la rentabilité. Par exemple, tu sais, des fois, tu as des boîtes où tu as tel business unit. Il y en a un qui fait des lunettes, l'autre, il fait des chamallows, l'autre, il fait, je sais pas, des hélicoptères. Et du coup, on dit, ah oui, mais telle activité, ça gagne plus, ça gagne moins, et on les met un peu en compétition, tu vois. Et donc, du coup, évidemment que ça va générer plein de Molochs parce que les gens dedans, ils veulent faire gagner leur entité par rapport à l'autre parce qu'ils jouent leur carrière là-dessus. Et donc, du coup, ils vont pas coopérer, on va avoir des silos. Et quand on va innover, dès qu'on va innover, évidemment, quand on va faire un nouvel hélicoptère, peut-être que on va devoir arrêter les chamallows. Et dire, ah oui, mais non, mais on veut pas qu'ils arrêtent. Et du coup, on va pas faire un nouvel hélicoptère. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais je pense qu'on comprend tous exactement ce dont on parle dans les organisations. Je vais résumer, je vais dire finalement le focus du CFO a tout faux. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir au niveau de la boîte, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd, mais localement, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et par exemple, quand on reprend le descendant de Steve Jobs, Tim Cook, en fait, quand on voit comment il a laissé en fait, les iPads concurrencer frontalement les Mac, là, on voit qu'ils ont résolu le dilemme de l'innovateur. Et donc, ils ont résolu une bonne partie du Moloch qui s'applique à l'innovation. Tu peux juste, sur ce point-là, m'expliquer en quoi il l'a résolu ? En fait, l'idée du dilemme de l'innovateur, c'est qu'on va avoir des entités qui font des produits ABC et qui sont concurrentes. Par exemple, il y a une entité qui fait, je sais pas, des tables, et l'autre, elle fait du bois. Et celle qui fait des tables, elle dit « Ah ouais, mais ça serait bien, franchement, on va faire des tables en plastique, ça va être génial. » Et ceux qui font du bois disent ouais, mais nous on a des objectifs de performance pour le bois. Non, tu fais pas des tables en plastique parce que sinon nous on devient quoi ? On va jamais atteindre nos objectifs business, quoi. Ah ouais, t'as raison, donc on va faire des tables, on va continuer les tables en bois. Et du coup, ça s'ouvre le marché, il est passé aux tables en plastique. Mais nous, parce qu'on avait des trucs internes de se dire ah ouais, mais eux, sinon ils vont pas atteindre leurs objectifs, ça va pas le faire. En fait, on est coincé. Et la magie d'Apple, c'est qu'en fait, ils se sont dit non, on n'a rien à foutre qu'il y ait un produit qui meurt, quoi. S'ils gagnent pas, c'est pas grave, les équipes, elles iront ailleurs. Résoudre le dilemme de l'innovateur, c'est rester connecté au marché et aux utilisateurs. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est accepter que les produits se fassent concurrence et que ce soit pas mal qu'un produit périclite au profit d'un autre. C'est OK, en fait. Ce que tu racontes, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé chez Kodak. Ouais, c'est ça. Super, merci. Écoute, ça a été un épisode hyper riche. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la discussion ? Est-ce que tu peux nous faire un résumé un peu de ce qu'on a dit ? Alors, moi, je voudrais vraiment inviter les dirigeants, les leaders qui nous écoutent à explorer le Moloch. Et attention, le leadership, c'est une compétence. En fait, on est tous des leaders. Le leadership, c'est avoir conscience de l'impact qu'on a sur les autres et essayer d'optimiser, en fait. Comment nos comportements, nos mécanismes de collaboration influent sur l'atteinte des objectifs, les nôtres, mais ceux des gens qui nous entourent, ceux des gens qui viennent après. La magie de ce concept, en fait, c'est qu'il aide à adresser les dysfonctions en tant que système plutôt que de chercher des coupables.
dire ah non, lui, il est trop con, elle comprend rien. Ah non, c'est plus ça le sujet. En On fait. quitte le jugement de valeur, Exactement. toujours pareil, pour être sur de l'opérationnel. C'est ça. On dissocie en fait l'environnement, la systémique des individus parce que en vrai, c'est l'environnement qui conditionne les comportements. Et c'est notre job de leader de reconnaître et dépasser le Moloch dans nos environnements pour retrouver des équipes épanouies, performantes, des clients qui sont contents, qui sont fidèles, qui sont joyeux. C'est ça qu'on veut en fait. L'environnement conditionne nos comportements. Pour ma part, moi je vais rester avec cette phrase. Elle va m'aider vraiment à chasser le Moloch. Parce qu'on a tous notre responsabilité personnelle. Quand on parle de leader, on a tous notre propre leadership. Ouais. Voilà, merci encore à tous. Vous retrouverez toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode. Si vous avez envie des sujets à explorer ou si vous kiffez le Moloch, n'hésitez pas à nous le dire. Encore merci et à bientôt. À bientôt à tous.